s'acclamer sur le podium, évidemment, lorsqu'il a remporté cette étape et surtout revêtu le maillot jaune. Philippe fait plaisir au public, il le lui rend bien d'ailleurs, hein, mais on voit bien que c'est beaucoup de contraintes le maillot jaune, effectivement. 1 heure et demie après, c'est pas qu'il est resté là pour signer les autographes parce qu'il s'ennuyait, c'est qu'il a dû se soumettre à toutes les obligations qui incombent au maillot jaune, les interviews bien sûr, d'abord le protocole, les interviews, ensuite le contrôle médical, la salle de presse, et au moment de quitter l'aire d'arrivée, il y a toujours des spectateurs, comme après un spectacle, qui réclament et qui attendent de voir l'artiste pour avoir un autographe, une photo, et bien l'artiste était disponible jusqu'au bout, jour après jour. C'est vrai que quand on est maillot jaune, ces étapes-là, elles finissent par arriver, elles prennent du temps de récupération. Bon, Julien, de toute façon, ça l'occupe, parce que lui, je pense que quand il est à l'hôtel, il doit s'ennuyer un tout petit peu. Il est toujours à faire le fanfaron à droite, à gauche, il descend voir les mécanos, il va voir les copains. Voilà, c'est d'après ce que disent ses proches, c'est toujours un peu compliqué de le canaliser sur ce plan-là, où on lui demande souvent de récupérer. Alors, après la conférence de presse, après le contrôle antidopage, après les autographes, après les selfies, regardez, Julien Lafilippe n'en avait pas terminé avec sa folle journée. Regardez ces images, l'heure est à la célébration cette fois. Ouais, il faut que tu mettes tes cheveux. Moi je prends un bien plein, tu vois. Santé. Enjoy the champagne tonight. And like we win again, the tour just start. Voilà la folle journée de Julien. La folle journée de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe que Rodolphe Godin a retrouvé bien sûr en fin de matinée à Reims, juste avant le départ de cette 4e étape, avec son magnifique maillot jaune et la sérigraphie, la cathédrale de Reims en sérigraphie sur son maillot. On l'écoute. J'ai eu un peu de mal à trouver le sommeil, mais je l'avais mis sur la télé juste en face du lit comme ça, quand je me suis réveillé, juste pour être sûr voilà, qu'il était bien dans ma chambre, mais non, là d'avoir sur les épaules c'est spécial. Est-ce que vous vous rendez compte de la popularité que procure ce maillot jaune ce matin? Les gens, quand ils vous ont vu avec ce maillot jaune, pour votre popularité, mais c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Ah, c'est vrai que depuis le tour l'année passée, j'ai déjà toujours un peu reçu beaucoup de soutien de la part du public, ça m'a toujours fait très plaisir, mais là, ouais, ce matin, il y avait 150 personnes devant l'hôtel, là, comment j'ai été encouragé, aujourd'hui, je vais vraiment profiter de chaque kilomètre. Julien, nous les journalistes, on en avait plein la bouche de votre exploit. Mais ce matin, on a parlé avec des coureurs, tous les coureurs du Tour de France, beaucoup des Guérin, Thomas et d'autres, qui nous ont dit, mais ce qu'il a fait, mais c'est incroyable, unbelievable, c'est un exploit ce qu'il a réalisé hier. Ah, je suis super content, super fier d'avoir réussi un numéro comme ça. Après voilà, c'est un peu mon terrain de jeu, là où j'arrive le mieux à m'exprimer, donc voilà, je sais que je suis pas le grand favori pour gagner le Tour de France. D'ailleurs les favoris derrière ont préféré attendre, je pense, même si je suis parti vraiment à bloc. Ouais, j'ai couru à l'instant comme j'aime faire et voilà, c'est génial. Voilà, vous allez pouvoir en profiter un petit peu aujourd'hui, c'est tout pour Viviani, votre sprinter. Ouais, c'est censé être au sprint, donc on va contrôler. J'espère que ça va bien se passer. Il y a du vent de côté toute la journée, donc on va rester concentré. On reviendra avec Julien Lafilippe, mais pour l'heure, on évoque la très belle ville de Bar-le-Duc, Franck. Et oui, vous avez vu une ville à 2 niveaux, d'une certaine façon, avec cette ville haute où se trouvait la tour de l'horloge que nous venons de survoler. L'horloge elle-même est du XIIe siècle, c'est une horloge qui se voit des deux côtés, il y a 2 horloges en fait. Ça, c'est la ville haute, et puis la ville basse, plus récente, un peu plus moderne. C'est une ville très riche, Bar-le-Duc, bien entendu. C'est une ville bourrée de beaux monuments. Vous en voyez un certain nombre. On a aperçu tout à l'heure l'église Saint-Jean, qui est relativement récente. Nous venons de survoler dans l'ancien collège Gilles de Trèves, qu'on va revoir, je pense, dans un instant. C'est une ville d'où sont originaires un certain nombre de hautes personnalités. Je pense à Marie de Guise, la reine d'Écosse, qui était la mère de notre Marie Stuart. Marie Stuart parlait alors là je vais essayer la devinette du jour, elle parlait d'un rayon de soleil dans un pot pour désigner quoi d'après vous? Pour désigner le caviar sucré de Bar-le-Duc.
autant dire la célèbre gelée de groseilles. Ce sont des groseilles, des grosses groseilles. Tiens, le voilà, vous l'avez là, l'ancien collège Gilles de Trèves, qui a été fondé en 1573. Vous voyez comme il est beau avec ses grands préaux anciens. Hélas, il a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2002. Après 429 années de bons et loyaux services, ce grand quadrilatère Renaissance, où ont appris le latin, le grec et bien d'autres savoirs des générations et des générations d'écoliers et d'écolières, a fini par fermer ses portes. Donc cette ville, vous disais-je, de Bar-le-Duc, c'est aussi la ville de la confiture de groseilles, bien entendu, des groseilles qui sont épépinées à la plume d'oie. Nous avons vu tout à l'heure en passant, et nous revoyons, voilà, le monument à Pierre et Ernest Michaud, les inventeurs de cette michaudine dont je vous parlais et dont vous voyez ici un bel exemplaire. Ce qui est devant, ça n'est pas un mannequin pisse, c'est simplement un petit bonhomme qu'on a revêtu du maillot jaune. Devinez pourquoi. La traversée donc de Bar-le-Duc. Nous sommes dans le département de la Meuse. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner 50 000 € sur ce Tour de France 2019 en participant au grand jeu de la combativité. La question du jour, pour participer au tirage au sort le 28 juillet, depuis combien de temps un Français n'avait pas porté le maillot jaune? Réponse 1, 10 ans. Réponse 2, 5 ans. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou sinon vous appelez le 34 35. Le grand tirage au sort aura lieu le 28 juillet, jour de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. On en est loin des Champs-Élysées, nous sommes à Bar-le-Duc et on peut mesurer la popularité de Julien Alaphilippe. Regardez le monde dans la préfecture de la Meuse, c'est magnifique, la popularité de Julien Alaphilippe avec Thierry Adam sur le bord des routes. Est-ce que Julien Alaphilippe est le nouveau héros de juillet, Thierry? Alors, je suis d'accord avec vous sur le monde, parce que ça fait un moment, là, je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pas vu autant de monde en France, en tout cas sur un passage du Tour pour cette année, là, vraiment Bar-le-Duc, maillot jaune, sans aucun problème. Alors, ce qui concerne, alors, ça s'est un peu perdu. Je trouve depuis quelques années les pancartes, les banderoles sur le bord des routes du Tour de France. Vrai jeu, maintenant ça l'est un petit peu moins, mais bon, on a bossé cette nuit, et alors j'ai un petit slogan, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois quand même, qui me plaît bien, ça va vous plaire aussi, je suis sûr Alex. Maintenant c'est Jaja, et en dessous c'est Juju, et il y a un petit cœur, on t'aime. Il est vrai que, alors pour Laurent, je ne sais pas, mais en ce qui concerne Julien Alaphilippe, il a une grosse cote auprès de la jante féminine. Vous pourrez peut-être demander son avis à Marion, moi je n'y connais absolument rien. En ce qui concerne la course en elle-même, parce que quand même c'est ce qui est important maintenant quand on finit de traverser Bar-le-Duc, embouteillage de nouveau chez le médecin, Patrick Beva, ou alors si on est un peu plus anglophone, on dit Patrick Bevin, le néo-zélandais, c'est lui. Alors c'est inquiétant parce qu'il souffre vraiment du genou gauche, il était pris dans la chute. Mathieu Ladanius, c'est le genou droit, il n'était pas dans la chute mais il est tombé dimanche, il est venu mettre de la glace. Et Magnus Kurt Nielsen, qui était dans la chute de tout à l'heure, est venu se faire soigner le petit doigt, et ça a pris un petit peu de temps, et voilà, je pense qu'il ira passer une radio ce soir. Et pour finir, j'ai vu Guillaume Martin, donc vous comprendrez bien que le leader de l'équipe Ponty Gobert, je m'y suis attardé, il est juste venu chercher un pansement pour coller son oreillette, et il y avait un petit problème, c'est que chaque fois qu'il s'approchait pour prendre le pansement des mains du médecin à l'arrière, ça lui faisait de l'électricité, donc ça a duré un petit moment. C'est vraiment très anecdotique, hein, ce que je vous dis. Et alors qu'on s'approche de la première difficulté du jour, la côte de Rosière dans un peu plus de 2 km 500. Bon, ce ne sera pas une grosse difficulté, 1 km seulement à 7% de moyenne. Ouais, mais elles font mal ces côtes quand il y a un faux train comme ça, quand on roule sans trop rouler, quand on n'appuie pas fort sur les pédales, ce petit changement de relief qui oblige là du coup à appuyer un peu plus fort, subitement ça pique, on sent les muscles qui serrent et quelquefois on préfère quand ça roule plein pot, enfin c'est pas le cas donc c'est très bien, mais quand on arrive à pleine vitesse dans une difficulté, du coup on la passe au mieux. C'est vrai que lorsque on est dans un faux rythme, souvent c'est même plus difficile. Oui, parce que puis c'est vrai aussi que pour beaucoup de coureurs, il n'y a pas la motivation aujourd'hui, parce qu'on connaît pratiquement l'issue. Le sprint, il devrait y avoir, avec tous les sprinteurs, ou peut-être qu'il y en a encore quelques-uns, tout dépendra de leur faculté à passer l'ultime Grand Prix de la montagne à 15 km de l'arrivée.
Mais c'est vrai que du coup, quand on n'a pas un enjeu majeur, l'effort il coûte un peu plus et on sent davantage mal aux jambes d'habitude. Vous avez vu la borne, c'est la borne numéro 1, plutôt la borne 0 de la fameuse voie sacrée, ainsi rebaptisée voie sacrée au moment de la bataille de Verdun. Cette voie sacrée qui organisait, c'était Barrès qui l'avait ainsi rebaptisée, c'était la route qui permettait d'alimenter en hommes et en vivres et en matériel le front de Verdun au moment de la grande bataille de Verdun. Et le général Pétain, à l'époque il était général, la cheville ouvrière de cette voie sacrée, c'était le capitaine Douminc. Douminc et Pétain ont organisé ce qu'on appelle la Noria, qui a permis à quasiment tous les combattants de l'époque, en 1916, d'aller se battre à Verdun. C'est pour ça que cette bataille de Verdun a une telle réputation dans la mémoire de la Première Guerre mondiale. Et justement, ce que vous avez sous les yeux à propos de cette grande guerre, c'est la nécropole nationale de Bar-le-Duc, avec quelques 3000 tombes, exactement 3132 tombes individuelles, mais il y a aussi 2 grands ossuaires pour 63 soldats dont on n'a pas pu reconnaître l'identité. Cette nécropole nationale a été bâtie entre 1922 et 1927, vous savez, dans cette décennie des années 20, où l'on n'en finissait pas d'enterrer les morts de la Grande Guerre. Rappelez-vous le film de Bertrand Tavernier, absolument magnifique, La vie et rien d'autre. Puisque nous quittons Bar-le-Duc, vous avez vu que les échappés sont déjà passés même à Nève devant Bar, un mot peut-être du chef-d'œuvre absolu de Bar-le-Duc. Il y a, moi, ça fait partie de mes grands plaisirs, c'est d'aller voir les plus belles œuvres d'art de France, vous savez. Et il y a, en l'occurrence, à Bar-le-Duc, dans une petite église, qui s'appelle l'église Saint-Étienne, dans la ville haute, il y a 2 statues du grand sculpteur Ligier Richier, dont une est mondialement célèbre, c'est le fameux écorché de Ligier Richier. Ça représente un homme complètement décharné qui se relève de sa tombe, si vous voulez. C'est absolument magnifique et ça orne le tombeau d'une des victimes, si je puis dire, un des capitaines qui sont morts pendant le siège de Saint-Dizier. Nous sommes passés au nord de Saint-Dizier tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé de ça. Et les échappés sont entrés dans les 100 derniers kilomètres de cette 4e étape du Tour de France. Attention, chute à l'arrière dans la baignoire. Rafraîchi en tout cas. Ouais, je pense qu'ils ont chaud. Oui, image rafraîchissante. On va retrouver Thomas Voeckler qui n'a pas abandonné en cours d'étape. Il est toujours là.